Le 17 septembre 2025, un groupe armé a attaqué une école militaire et un aéroport en plein Bamako, la capitale du Mali. Bilan 77 morts et 255 blessés. Parmi les blessés, majoritairement les soldats de l'armée malienne. L'Africa Corps, le détachement de l'armée russe présente au Mali, censé apporter un soutien sécuritaire stratégique, n'a pas pu empêcher cette attaque. Quelques semaines plus tard, un autre groupe armé appelé le JNIM, associé à Al-Qaïda, a bloqué tous les convois de carburant en direction de Bamako, causant ainsi les pénuries de carburant sur l'ensemble du territoire malien, de longues files d'attente dans les stations-service et la fermeture des écoles et entreprises. Pendant ce temps au Niger, les militants de l'État islamique lançaient une attaque sans précédent sur l'aéroport international de Niamey. Toutes ces attaques ont eu lieu en 2025, 3 ans après que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont chassé les armées françaises présentes sur leur territoire, créant ainsi leurs propres alliances souveraines appelées AES et faisant appel à de nouveaux partenaires. Le bilan est complexe, il y a des réussites réelles et des chiffres qui dérangent. Il y a également les accusations graves lancées par les présidents de l'AES eux-mêmes contre les puissances étrangères. Aujourd'hui, on analyse tout ça, sans idéologie, sans parti pris et avec des sources factuelles. Commençons par le début. Pourquoi est-ce que la France a quitté le Sahel? Le 14 janvier 2022, une foule en liesse défilait dans les rues de Bamako, les drapeaux russes dans les mains, les portraits du président russe Vladimir Poutine sur les murs et des milliers de voix qui criaient sans cesse « La France doit partir ». Ce n'était pas spontané, ce n'était pas un accident, c'était l'aboutissement d'une rupture profonde construite sur des années de frustration. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, il faut d'abord comprendre pourquoi cette rupture a eu lieu et pour ça, il faut remonter aux faits. En 2013, la France lance l'opération Serval au Mali avec pour objectif déclaré stopper l'avancement du djihadisme qui menaçait de prendre la capitale du Mali, Bamako. Et immédiatement, l'opération est un succès total. Les colonnes djihadistes sont repoussées et la France est accueillie en libératrice. Mais 2 ans plus tard, la menace revient, plus mobile, plus dispersée et plus difficile à cibler. Alors l'opération française Serval devient l'opération Barkhane, plus longue, plus large et plus coûteuse. Pendant plus de 10 ans, des milliers de soldats français sont déployés sur le territoire sahélien avec pour objectif annoncé neutraliser tous les groupes armés associés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le problème c'est que sur le terrain, les chiffres racontent une autre histoire. Depuis 2019, les décès attribués aux violences armées dans la zone sahélienne ont été multipliés par plus de 10. Et selon le média All Africa, le Sahel est devenu pour la 3e année successive l'épicentre mondial du terrorisme, concentrant près de la moitié des décès suite au terrorisme dans le monde. La frustration des populations sahéliennes est de plus en plus grandissante. La question qui commence à circuler dans les mosquées, dans les marchés, dans les quartiers populaires de Ouagadougou, Niamey et Bamako est simple et brutale. Et si la France est présente depuis plus de 10 ans, pourquoi est-ce que la situation empire? C'est dans cet état de frustration globale que les 3 coups d'État successifs trouvent leur carburant. Au Mali en août 2021, au Burkina Faso en septembre 2022 et au Niger en juillet 2023. 3 juntes militaires, 3 pays différents mais un message commun. Les 3 juntes maintenant au pouvoir tirent les mêmes conclusions. Elles chassent les forces armées françaises de leur territoire, elles créent ensemble l'Alliance des États du Sahel et se retournent vers de nouveaux partenaires comme la Russie via le groupe paramilitaire Wagner rebaptisé Africa Corps. En janvier 2025, après des décennies de présence sur le continent, la France ne dispose plus que de 2 bases militaires sur le continent africain, notamment à Djibouti et au Gabon. Un retrait que personne n'aurait pu imaginer il y a 5 ans encore et qui pose immédiatement la question la plus pertinente suivante. Avec qui et avec quels résultats l'AES mène-t-il désormais sa guerre contre le djihadisme? Pour répondre à ce questionnement, nous devons analyser les propos des présidents de l'AES. Depuis leur arrivée au pouvoir, les présidents Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta ont tenu des positions publiques claires, vérifiables et documentées. Commençons par les faits bruts. Le 28 janvier 2026, une attaque armée frappe la zone de l'aéroport de Niamey au Niger. Dans les heures qui suivent, le président Abdourahmane Tiani monte au créneau. Ces déclarations sont explosives, précises et sourcées. La France a selon lui poussé et financé les auteurs de cette attaque. Il affirme tenir ces informations des services de renseignement nigériens. Il affirme également que la DGSE, les services secrets de renseignement français, a inondé des mercenaires d'armes et d'équipements depuis avril 2025 dans la région
du Liptako Gourma. Il va encore plus loin, affirmant que la France aurait fourni plus de 300 millions de francs CFA aux groupes armés Chnim et EIC pour pouvoir mener à bien ces opérations. Des accusations aussi graves d'un chef d'État en exercice contre un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui est la France constituent un événement géopolitique grave, peu importe la véracité des propos ou pas. La France a rapidement démenti ces accusations, mais Paris n'a apporté aucune preuve publique prouvant qu'il n'a pas été impliqué dans ces événements, dont le débat reste en suspens et la France n'a pas pu prouver qu'elle n'est pas impliquée dans ces attaques. Lors du second sommet de l'AES tenu les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, les trois présidents de l'Association des États du Sahel ont condamné les tentatives de déstabilisation répétées de leur pays par des groupes armés sponsorisés par les puissances étrangères et certains pays de la sous-région. Ce langage diplomatique traduit une conviction partagée et assumée. Selon les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré, le djihadisme présent dans la sous-région ne serait pas un phénomène endogène propre à la région. Il serait alimenté par des puissances extérieures qui auraient des intérêts à maintenir la stabilité dans la sous-région. Cette thèse trouve un écho en dehors des frontières de l'AES. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire, a publiquement rejoint cette position en janvier 2026. Il soulève un questionnement précis. Les groupes terroristes et djihadistes du Sahel utilisent des armes modernes destinées aux armées régulières. En dehors des États, aucun groupe privé n'a le droit d'utiliser légalement ce type d'armes. La question qui se pose est alors quels sont les États qui signent les certifications finales d'utilisation légale de ces armes-là. C'est une question légitime que des experts en armement se posent régulièrement, mais elle n'a pas encore obtenu de réponse définitive et vérifiée publiquement. Ce qui est cependant documenté, c'est que le SVR, le service de renseignement extérieur russe, a publié un rapport en février 2026 accusant la France de soutenir des groupes armés dans le Sahel avec pour objectif ultime de déstabiliser les régimes d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Selon ces rapports russes, ces actions sont menées pour ternir l'image du président malien Assimi Goïta en attaquant des convois de carburant et en s'attaquant aux populations civiles. Il est important de préciser ici que ces rapports proviennent d'un acteur directement partie présente dans la sous-région parce que la Russie est le premier partenaire militaire des gouvernements militaires au pouvoir au Burkina, au Mali et au Niger. Donc ces conclusions doivent être lues avec plus ou moins le même regard critique que les positions françaises et occidentales. Ce que l'on peut retenir, c'est que nous sommes dans un conflit de narratifs profondément ancré où chaque partie présente sa version des faits comme vérité absolue et où la population sahélienne paye le prix fort d'un conflit que personne jusqu'ici n'est en mesure ou n'arrive à arrêter une fois pour de bon. Cependant, quel est le bilan, quels sont les résultats du groupe paramilitaire russe Wagner devenu Africa Corps? Quand les autorités de l'AES ont chassé la France, ils ont fait le choix stratégique et assumé de la Russie, notamment du groupe paramilitaire Wagner rebaptisé Africa Corps après le décès de son fondateur Evgeny Prigojine en août 2023 dans des circonstances troubles en Russie. Pour évaluer ce choix, il faut s'appuyer sur des sources documentées, pas sur des narratifs mais sur des faits vérifiables. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que l'Africa Corps est bien évidemment présente et opérationnelle dans l'AES. Les forces armées russes accompagnent les forces maliennes et burkinabées. Ils effectuent ensemble des opérations conjointes, notamment des opérations contre des groupes armés djihadistes. C'est une réalité que ni Moscou ni les gouvernements de l'AES ne contestent. Le deuxième constat est bien évidemment les réussites conjointes. Le 28 juin 2025, l'armée malienne a effectué des opérations conjointes avec l'Africa Corps, aboutissant ainsi à l'élimination de 6 membres de l'État islamique dans le Grand Manika, dans le Grand Sahara, parmi lesquels leur chef Abu Dada, identifié comme étant le fournisseur des explosifs utilisés dans les attaques contre le Niger. Le troisième constat est là que le tableau se complique. Plusieurs organisations d'investigation indépendantes ont publié des rapports documentés sur le dysfonctionnement sérieux de ce partenariat entre l'armée malienne et l'Africa Corps. Le rapport le plus détaillé est celui de The Sentry, une organisation d'investigation indépendante spécialisée dans l'investigation des conflits africains, publié en décembre 2025. Ses conclusions sont sourcées et précises. Ce rapport indique que les forces russes n'ont pas réussi à éradiquer ou à empêcher les expulsions djihadistes. Non seulement Wagner n'a pas pu éradiquer la menace, mais aussi cet échec aurait eu des influences négatives sur l'armée malienne.
Selon ce même rapport, les combattants russes de l'Africa Corps menaient souvent des opérations sans informer l'autorité du commandement de l'armée malienne. Ils utilisaient des fois du matériel militaire malien sans autorisation des autorités maliennes et affichaient des comportements considérés irrespectueux par leurs homologues et collègues maliens. Selon le média Radio-Canada, les autorités du commandement de l'armée malienne se retrouvaient très souvent de plus en plus mises à l'écart par les soldats de l'Africa Corps de leur propre chaîne de commandement. Selon le média Les Clés du Moyen-Orient, des réfugiés maliens en Mauritanie auraient partagé avec des membres des organisations humanitaires des informations importantes sur des comportements irrespectueux des agents de l'Africa Corps, entre autres violences sexuelles sur les populations civiles, violences physiques sur les populations civiles et des enlèvements arbitraires. Ces informations ont été reconnues par des organisations humanitaires accréditées par l'ONU. Cependant, les gouvernements burkinabés, maliens et nigériens contestent fermement ces accusations et dénoncent de la manipulation et des tentatives de déstabilisation une fois de plus. Passons maintenant aux victoires militaires réelles des États de l'AES. Les armées de l'AES ont eu des victoires réelles documentées et vérifiables. Ces victoires méritent d'être présentées avec la même rigueur que les revers. Commençons par la montée en puissance militaire structurelle. L'armée malienne a acquis des drones turcs Akinci et TB2, transformant ainsi sa capacité de surveillance et sa capacité de frappe de précision. L'armée malienne est devenue, selon le classement Firepower 2026, la première armée de l'UEMOA, se classant ainsi au 17e rang continental. Il s'agit donc du continent africain sur 54 pays classés, informe le média Jeune Afrique. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a recruté 15 000 soldats supplémentaires pour l'année de 2024 seulement. Et en 2025, il a créé 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide positionnés dans des régions stratégiques comme le nord, l'est et la région de Taboa, en réponse aux mouvements militaires rapides et hyper mobiles des groupes armés. Sur le terrain opérationnel, les victoires sont également documentées. Le 8 octobre 2025, l'armée unifiée de l'AES a mené des opérations conjointes permettant de neutraliser plusieurs figures majeures de l'État islamique dans le Grand Sahara, parmi lesquelles Aboubakar Demougoui, Ismaël Ould et Ahmed Ould, qualifiés par l'état-major malien de figures majeures du terrorisme dans toute la sous-région. Le 29 janvier 2026, des frappes aériennes de précision ont été effectuées dans la région d'Aneka tout le long de la frontière avec le Niger. Une opération dans laquelle le chef terroriste du groupe terroriste laïque, connu sous le nom d'Agabas, a été neutralisé avec plus de 20 de ses hommes qui étaient alors sur des motocyclistes. Le 7 février 2026, l'armée malienne a annoncé la réussite de frappes aériennes dans la région du Ségou, près du fleuve Niger, sur des positions djihadistes, ayant permis la neutralisation de 35 membres du JNIM. 3 ans après le grand tournant sahélien, une chose est sûre, rien n'est facile dans cette région. Les nouveaux gouvernements au pouvoir ont exercé pleinement leur souveraineté, ils ont modernisé leurs armées et ils ont nationalisé leurs ressources minéraires stratégiques tout en ayant des victoires militaires sur le terrain de façon documentée. Mais les chiffres indépendants montrent que la menace terroriste persiste encore en intensité en territoire et il s'oriente désormais vers les pays côtiers qui se croyaient jusqu'ici à l'abri. C'est le cas du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ce que l'histoire du Sahel nous rappelle aujourd'hui, c'est que ni la France hier, ni la Russie aujourd'hui ne peut résoudre à sa place les problèmes du peuple sahélien qui ont des racines profondes dans des décennies de mauvaise gouvernance, de marginalisation et de pauvreté. Est-ce que les nouveaux gouvernements de l'AES en sont conscients de tout ceci? Est-ce que les actions vont dans ce sens? C'est la question que nous devons nous poser et c'est le débat que nous devons continuer à suivre ensemble. N'hésitez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos et dites-moi dans les commentaires de quel côté de ce débat est-ce que vous vous situez.